Sur la prise de parole facile. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire sur la prise de parole facile. Nous allons démarrer dans quelques secondes à 11h30 pile en heure de Paris. Bonjour, merci d'utiliser le chat, c'est super sympa, faire des petits coucous. C'est le seul moyen que nous avons de communiquer et donc ça fait du bien de savoir qu'il y a là des gens qui sont là pour de vrai et pas juste en machine. Voilà, on attend encore quelques secondes et puis on va démarrer sur la thématique d'aujourd'hui qui est comment réussir ses interviews en télévision. Restez à l'écoute, restez bien connectés. Voilà, il est 11h30. Allez, on démarre. On démarre sur le sujet du jour qui est donc comment réussir ses interviews en télévision. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie Baker, je suis coach, formatrice, consultante en prise de parole en public, je dirais au sens large du terme de la prise de parole. Et puis, j'interviens aussi en média training, c'est comme ça qu'on appelle la prise de parole face aux médias, puisque j'ai une ancienne carrière de journaliste en audiovisuel derrière moi. Et c'est ça qui me permet d'avoir une légitimité, on va dire, sur toute la chaîne de fabrication d'une intervention face aux médias. Je connais le monde des journalistes, je sais ce qu'ils attendent et je connais aussi le monde des dirigeants qui, lui, ne connaît pas du tout le monde des médias et qui a besoin d'avoir des clés pour pouvoir jouer la partie du mieux possible. C'est de tout cela que nous allons parler pendant 45 minutes jusqu'à 12h15 en heure de Paris. Donc, je vous vois déjà utiliser le chat. Nous allons essayer de faire les choses de la manière la plus interactive possible, autant que faire se peut, évidemment. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir dans le chat. Je traiterai ces questions ou ces interventions dans la mesure du possible. Et puis, je prendrai aussi celles qui répondent au plus grand nombre. Si vous êtes dans une situation spécifique, et ça arrivera probablement pour certains d'entre vous, vous pouvez également prendre rendez-vous. Donc, vous avez le bouton de prise de rendez-vous dans la barre du haut de votre écran, barre verte, bouton rouge. Vous arrivez sur un agenda partagé et nous pourrons poursuivre cette webconférence à deux. Je répondrai de manière plus particulière à vos questions, puisque la prise de parole en général, et en particulier la prise de parole face aux médias, est toujours quelque chose de très personnel, singulier, qui va y compris chercher des choses relevant de l'intime. Alors, pour démarrer et avant d'expliquer un peu plus tard comment j'interviens, j'ai une première question à vous poser sur laquelle j'aimerais bien que vous me répondiez dans le chat. Avez-vous la hantise d'être piégé par le journaliste? Alors, quand je parle de réussir des interviews en télé, ça veut dire qu'effectivement, il y a un journaliste en face de vous. Soit vous avez été sollicité, alors je vois des oui qui commencent à tomber dans le chat, soit vous avez été sollicité parce que vous êtes en lien d'une manière ou d'une autre avec un événement d'actualité que la rédaction a choisi de traiter et donc l'assistante de la rédaction va venir vers vous pour vous demander si vous acceptez d'être interviewé. Et puis, il y a d'autres situations aussi dans lesquelles eh bien, vous êtes sur des créneaux payants, des chaînes de télévision comme BFM Business ou comme Smart TV, qui est une chaîne du web, va proposer des créneaux payants. Mais dans un cas comme dans un autre, vous êtes bien en face d'un journaliste. Alors, cette question d'être piégé par le journaliste est vraiment la question qui préoccupe tous ceux dirigeants, managers, élus qui se retrouvent à devoir prendre la parole face à un journaliste sur un plateau de télévision. Nous allons voir comment répondre à cette, comment dénouer, comment travailler ce sujet. Alors, j'insiste sur le fait que j'ai une approche de la prise de parole par la construction des contenus et donc de l'argumentaire et non pas par une approche psychologique. Donc là, le fait de travailler sur comment ne plus avoir cette peur d'être piégé par la journaliste, on va régler le problème par la construction de l'argumentaire. On va travailler ensemble comment sécuriser votre récit de manière à ce que vous imposiez votre récit
et non pas être à la remorque du journaliste. Donc ça, c'est la première clé que je vous livre déjà ici, c'est de savoir, alors il y a des techniques pour cela, j'y reviendrai un peu plus longuement tout à l'heure, mais il y a la question de comment j'impose mon récit et donc comment je me dégage finalement de l'emprise, de la pression qui est exercée par le journaliste de par ces techniques de questionnement. Est-ce que ça vous parle déjà un petit peu ce sujet d'imposer son récit, c'est-à-dire d'arriver avec quelque chose et ne pas être dans le sillage du journaliste? Parce que quand on redoute la question, eh bien, on va effectivement se sentir piégé à juste titre ou à pas juste titre. Là, tout d'un coup, il n'y a plus personne dans le chat. Bon, on reviendra sur ce sujet du piège et de comment imposer son récit. J'ai une autre question pour vous. Êtes-vous sûr, dans les sollicitations de journalistes, être sûr d'avoir bien compris ce que le journaliste attend de vous? Alors, pourquoi est-ce que je pose cette question-là? Parce que je me suis rendu compte que l'un des sujets, l'un des points sur lequel on m'attend quand j'interviens dans un coaching en média training, dans un accompagnement en média training, je me suis rendu compte qu'en fait, les dirigeants, pour juste voilà, faire package de ceux qui interviennent face aux médias, les dirigeants ne connaissent pas les clés de fonctionnement d'une rédaction. Ils ne connaissent rien à la manière dont la commande éditoriale va être faite. Ils ne connaissent rien à qu'est-ce qui fait que le journaliste va le solliciter. Et donc, l'une des clés essentielles pour pouvoir jouer sa partie correctement sur un plateau de télévision ou d'ailleurs dans un studio de radio, pour pouvoir jouer la partie du mieux possible, eh bien, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la tête du journaliste, qu'est-ce qui fait qu'il me sollicite moi à ce moment-là en tant que dirigeant et pas quelqu'un d'autre. Et ça, c'est aussi l'une des clés super importantes qu'on travaille donc en média training pour bien comprendre qu'est-ce qui a été le déclencheur de la sollicitation éditoriale. Et puis, j'ai une troisième question pour vous. Savez-vous déjà ce que vous voulez mettre en avant dans vos propos avant même que le journaliste vous pose la première question? C'est-à-dire, une fois encore, est-ce que vous avez compris ce que le journaliste attend de vous? Parce que si le journaliste vous fait venir à l'antenne, eh bien, c'est parce que il vous attend pour l'aider à faire de l'audimat, n'est-ce pas? Donc, pour capter l'attention de son auditoire. Donc, il y a une bonne raison pour laquelle il vous fait venir à ce moment-là. Et même quand on est sur des formats payants, est-ce que certains d'entre vous sont dans des formats payants quand vous passez sur des antennes de télévision, quand vous passez dans des studios télé ou radio? Est-ce que vous êtes sur des formats payants? Oui, non, non, ok. Bon, ça arrive de plus en plus que ce type de format qui sont proposés à des dirigeants. Moi, ça m'est arrivé personnellement récemment d'être démarché par une société de production qui m'a proposé un créneau d'antenne payant pour faire valoir donc mon activité professionnelle. Mais même dans cette situation-là, il y a une bonne raison qui fait qu'on vous veut, vous, sur un certain sujet, parce que c'est vous. Et donc, parce que c'est vous, c'est ça qu'il va falloir développer dans votre argumentaire, dans vos propos, pour coller à la demande éditoriale. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous vous posez quand vous vous dites, soit quand vous êtes sollicité par des médias, soit peut-être quand vous vous dites, là, dans le développement de mon entreprise, j'aimerais bien être mis en visibilité
dans les médias. J'aimerais bien pouvoir passer, par exemple, dans une émission sur BFM Business. BFM Business, c'est vraiment la chaîne qui va interviewer le plus de patrons d'entreprise, de dirigeants d'entreprise en déconnexion de l'actualité. Alors, je vois un petit oui, mais pas encore beaucoup plus voilà, de réactivité. C'est vrai que c'est toujours difficile dans le chat voilà, d'être sur ces sujets-là. J'insiste aussi pour dire que ici, dans ce webinaire, je parle vraiment de ces situations de passage antenne quand il y a un journaliste en face de vous. C'est quand même différent quand vous tournez une vidéo pour votre chaîne YouTube, où là, il n'y a personne qui va vous faire la réplique. Là, la difficulté, et c'est l'un des points à considérer quand on est sur ce sujet de réussir ces interviews en télé, l'un des points à considérer, c'est qu'il y a un journaliste en face de vous qui va arriver avec des questions et que donc, eh bien, il va falloir pouvoir jouer sa partie et défendre son point de vue. Pourquoi? Ben, ce qui compte, c'est le résultat antenne auprès de l'auditoire. C'est l'image que vous allez laisser. C'est la manière dont vous allez apparaître à l'antenne et qui va donner voilà, vous donner une meilleure visibilité, une meilleure lisibilité, crédibilité, légitimité. Hein, tous ces sujets de crédibilité, de légitimité, eh bien, ils sont derrière ce sujet de réussir ces interviews en télé. J'avance un petit peu pour vous dire que, comme je vous le disais, je suis donc coach, formatrice et consultante en prise de parole. Et donc ici, les questions du média training, c'est-à-dire de cette situation de prise de parole face à des journalistes, et là spécifiquement en studio de radio ou de télévision. Donc j'accompagne depuis maintenant 15 ans des dirigeants plus ou moins haut placés, mais pour certains d'entre eux très haut placés dans des organigrammes, dans des industries, dans la très haute fonction publique. J'accompagne aussi des experts. Est-ce qu'il y a parmi vous des experts qui ne sont pas forcément très hauts dans un organigramme, mais qui sont, de par leur expertise, sollicités de plus en plus souvent. Par exemple, le premier sujet qui me vient à l'idée, c'est tout ce qui va être les énergies renouvelables, la santé, l'éducation, qui sont des sujets aujourd'hui qui sont très, on va dire, visibles dans le paysage médiatique. Alors là, il y a un oui, voilà, de quelqu'un qui me dit, voilà, en tant qu'expert, qui répond à la question, est-ce qu'en tant qu'expert, vous êtes sollicité? Et alors, ce que je constate aussi dans ma pratique professionnelle, c'est que très souvent, on vous envoie au charbon, sans vous donner les clés de compréhension, le minimum, ce que j'aime bien appeler le kit de survie, pour une fois encore, comprendre les attendus et le mode de fonctionnement du journaliste, de la rédaction, pour pouvoir tirer son épingle du jeu du mieux possible. Alors, je vois une formatrice freelance. Alors, peut-être que vous passez sur des plateaux télé et tant mieux pour vous si vous arrivez à mettre votre expertise en visibilité de cette manière-là. Donc, pour revenir à mon propos qui est comment j'accompagne ces personnes qui sont appelées face aux médias. Donc, d'abord, je leur explique les tenants et les aboutissants d'une rédaction, de son mode de fonctionnement et de qu'est-ce qui fait qu'on vient vous chercher et quels sont les attendus du journaliste. Les attendus du journaliste, c'est que vous fabriquiez de l'audimat avec lui. Et donc, ça obliger à construire le propos, à construire l'argumentaire d'une manière qui soit courte, claire, impactante. Et donc, c'est ça mon cœur de business, c'est une méthode de construction narrative qui permet d'être immédiatement intéressant. Pourquoi, à votre avis, faut-il en télé être immédiatement intéressant? Allez, je vous laisse 3 secondes de réflexion, voir si vous êtes réactif dans le chat. Pourquoi en télévision, sur un plateau télé, faut-il particulièrement être vite, impactant dès le début? Alors, le chat ne bouge pas. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes tous endormis pour arriver à l'antenne du public, pour attirer l'attention du public. Oui,
parce que l'audimat est très volatile, l'attention de l'auditoire est très volatile. Il y a plein de chaînes de télévision. Donc, quand vous êtes sur BFM, pour reprendre cet exemple-là, quand vous êtes sur BFM Business, oui, c'est ça, c'est vraiment capter le spectateur. Et BFM Business compte sur vous pour être immédiatement intéressant, pour capter le spectateur, pour que le spectateur reste sur BFM au lieu de passer à la concurrence. Alors là, je suis en train de faire une méga pub pour BFM Business. J'ai aucune action dans la maison, mais ça marche sur n'importe quelle chaîne, n'importe quelle antenne. Ils ont besoin de vous pour faire de l'audimat. Donc, ils veulent que vous soyez des cadors dès le début, et dès le début de l'interview, et des cadors tout court. Donc, en fait, il est là le pari, il est là le challenge. C'est qu'il y a des clés narratives qui sont hyper spécifiques pour la prise de parole en télévision et en radio, parce qu'il faut aller très vite. Alors, quelqu'un souligne effectivement à juste titre qu'on a très peu de temps à disposition, mais oui, et l'auditoire, lui, il vous laisse encore moins de temps. C'est-à-dire que l'auditoire, il va zapper en quelques secondes. Et d'ailleurs, vous le savez bien, quand l'auditoire, c'est vous, et que c'est vous qui êtes avec votre zappette devant la télévision, si encore vous êtes devant la zappette, avec la zappette devant la télévision, qui se fait de moins en moins, paraît-il. Mais bon, pour reprendre cette image-là, vous êtes devant la télé avec votre zappette et vous laissez quelques secondes de temps d'attention à peine pour décider si c'est intéressant, si ça vous intéresse, si vous restez ou si vous partez ailleurs. Donc, vous voyez que c'est hyper exigeant. Donc, pour terminer sur cette partie qui est le comment je travaille donc à donner des clés de compréhension du fonctionnement des médias, des clés de construction narrative qui sont rassemblées dans une méthode que j'ai appelée la méthode du losange. Je vais vous en parler, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Et puis ensuite, on fait du training caméra pour s'entraîner et on fait des simulations d'interviews au plus près du réel pour que mes champions, comme j'aime bien les appeler, eh bien, puissent s'entraîner à avoir effectivement beaucoup d'agilité, beaucoup aussi d'impact dans la dimension d'expression non verbale. Voilà comment je travaille habituellement. Alors, concrètement, qu'est-ce que je vous recommande parmi toute ma palette, on va dire, de recommandations? Il y a une première recommandation que je vais vous faire qui me vient de mon expérience de journaliste qui interviewait en studio des invités. Et mon premier objet de surprise, on va dire, et donc de réflexion, et donc la première clé de recommandation, c'est ce que j'appelle le principe de focalisation. En journalisme, on appelle ça un angle. Et là, ce principe de la focalisation, c'est exactement comme le zoom de l'appareil photo. Quel est le morceau de mon sujet que moi, qui suis le porte-parole de mon entreprise, et qui va être interviewé, quel est le morceau de l'histoire que je choisis de mettre en avant? Parce que je m'étais rendu compte que les personnes que j'interviewais avaient tendance à s'éparpiller, à se disperser, à vouloir tout raconter. Qui d'entre vous se disperse, s'éparpille, a la tentation de tout raconter? Allez, il y en a bien au moins un ou deux sur l'ensemble des personnes qui sont derrière ce webinaire. Il y en a bien un ou deux d'entre vous qui se dispersent, qui s'éparpillent. Bah oui, vous. Alors, j'ai vu passer Xavier, Salima. Alors, il y a la question du stress aussi. Alors, il y en a un qui, malheureusement, ne se disperse pas. Bon, enfin, en général, la plupart du temps, on a tendance à se disperser, d'autant que très souvent, on est très impliqué dans son sujet. Je pense à l'expert tout à l'heure qui disait, oui, moi, je suis sollicité dans les médias en tant qu'expert. En général, quand on est expert de son sujet, on est passionné par son sujet. On a envie que tout le monde comprenne à quel point c'est formidable, c'est intéressant, ça nous remplit. Et en fait, en télé, en radio, on a effectivement très peu de temps, donc il convient réellement de travailler sur ce principe de focalisation. Et c'est vraiment ce que j'appelle la focale narrative. Alors, il y a 3 clés d'amélioration plus une, comme vous pouvez voir sur le slide. C'est vraiment cette histoire
de se demander avant d'arriver à l'antenne, quel est le morceau de l'histoire que je veux raconter? Qu'est-ce que je veux mettre en avant de mon expertise, de l'activité de l'entreprise? Et de choisir une seule focale, qu'on va bien sûr pouvoir étoffer, mais voilà, de ne pas tout raconter. Il faut choisir. Il faut choisir pour pouvoir mettre en avant, pour que ça soit intéressant, que ça soit captivant. Il faut attirer le regard sur un seul point focal. Si vous ouvrez 2, 3, 4 couvercles de cocotte, hein, si vous ouvrez 3, 4 points, en fait, c'est le journaliste lui-même qui va vous refermer le scope et qui va vous dire non, non, il n'y a que ça qui m'intéresse. Manque de bol, il ne va peut-être pas choisir le morceau que vous trouvez le plus intéressant. Et c'est ça que j'appelle imposer son récit. Se dire, OK, moi, c'est avec ça que je viens et c'est ça que je veux illustrer, montrer, mettre en visibilité. Bien sûr, il faut que ça soit raccord avec la demande éditoriale. Si on vous demande comment fonctionnent les éoliennes et que vous venez avec des panneaux solaires, ça ne va pas le faire. Il faut accepter la règle du jeu. Mais une fois que vous êtes d'accord avec les journalistes pour dire « Ok, on parle d'éoliennes », qu'est-ce que je raconte du sujet des éoliennes? Pas toutes les éoliennes, qu'est-ce que je raconte du sujet des éoliennes? Donc ce principe de choisir la focale, c'est vraiment l'une des clés les plus précieuses. C'est pour ça que je l'ai mis en premier, les clés les plus précieuses pour vous à méditer. Et puis, une fois encore, on en rediscute si vous voulez, si c'est vraiment important pour, voilà, pour certains d'entre vous. Après, la deuxième clé, c'est d'être sûr. Alors non, là, je suis repartie trop loin. Il est là. Voilà, faire court, clair et concret. Est-ce que vous connaissez, j'ai une autre question pour vous, est-ce que vous connaissez la durée moyenne que le journaliste, le temps moyen que le journaliste va vous laisser pour vous exprimer sans vous interrompre sur, une fois encore, un plateau télé sérieux, hein, c'est-à-dire on est sur des médias sérieux qui sont dans les codes. Alors, 1 minute, 40 secondes, ok, pas mal, je vois que vous êtes déjà dans le bain. 15 secondes, alors 15 secondes, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment dans des situations un peu exceptionnelles quand vous êtes vraiment, on va dire, sur un sujet vraiment chaud. Mais effectivement, on est plutôt, bravo, bravo, je ne pensais pas que vous trouveriez, on est effectivement plutôt sur quelque chose entre 30 secondes, 40 secondes, 1 minute max. Pourquoi? Parce que sans cesse, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se produise pour recapter l'attention de l'auditoire. Donc la relance du journaliste, hein, ça s'appelle comme ça, la relance du journaliste, c'est un moyen de faire en sorte que le ronron, la monotonie ne s'installe pas et qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se produise à l'antenne. Donc faire court, clair et concret pour cette bonne raison-là. Alors, c'est bien, mais ce dont je me suis rendu compte aussi quand moi-même j'étais journaliste et que j'interviewais des dirigeants, c'est que vous avez beaucoup de mal, le vous est collectif évidemment, vous avez beaucoup de mal à être court, clair et concret. Parce que, une fois encore, vous voulez tout raconter, vous ouvrez trop de couvercles à la fois, vous ouvrez le paysage trop large, ça c'est une première chose. Et puis, pour aller encore plus dans cette dimension court, clair et concret, vous êtes de manière générale trop conceptuel, trop implicite, et vos propos ne sont pas suffisamment clairs au sens de concret. Et dans les techniques de construction d'argumentaire, de propos, en particulier face aux médias, je vais recommander d'avoir un propos construit de manière extrêmement concrète, de donner des exemples concrets, d'amener des illustrations pour étayer son propos. Pour ceux qui ont un peu l'habitude des médias, est-ce que vous amenez des illustrations, des exemples concrets? Est-ce que vous préparez des exemples concrets quand vous préparez un passage sur une télévision ou sur une radio, ou de manière plus générale face aux médias? Peut-être que vous n'avez pas encore cette expérience-là, mais en tout cas, c'est vraiment ma recommandation. Ça s'appelle du storytelling en langage de communicant. Est-ce que ça vous parle un peu, le storytelling? Est-ce que, voilà, cette idée d'aller
jusqu'à jusqu'à un exemple, jusqu'à une illustration. Alors, avoir les questions en avance, c'est une excellente, voilà, c'est une excellente question. Quand vous êtes sur du payant, on va effectivement vous donner une trame avec les questions qui vont être posées. Donc, ça va vous faciliter la tâche d'une certaine manière. Mais après, le journaliste, son principal souci, ça va être l'audimat. Donc, il va parfois se détacher des questions qui auront été préparées parce que vous l'emmenez quelque part, parce qu'il y a une question évidente qui se pose, qui n'était pas prévue, mais que tout d'un coup, dans vos propos, ben, c'est ça ça amène une nouvelle question. Donc, en fait, et puis quand vous serez sur un vrai média, c'est-à-dire pas sur du payant, mais vous aurez été invité parce que vous êtes là pour illustrer un événement d'actualité qui s'est passé. Oui, on vous donnera des grandes indications. Oui, on vous donnera peut-être une sorte de guideline, mais pensez toujours que le journaliste, lui, dans sa tête, sa principale préoccupation, c'est son audimat et qu'il est toujours en situation, lui, le journaliste, il va toujours s'autoriser à craquer ce qui a été prévu, à craquer ce qui a été préparé pour aller travailler, rechercher cet audimat, c'est-à-dire de garder l'attention du public. Donc, vous pouvez avoir les questions, mais ne les prenez pas comme quelque chose qui est coulé dans le bronze, parce que dans un cerveau de journaliste, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je peux vous garantir que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le journaliste ne se sent pas ligoté par une série de questions, sauf le jour où le journaliste interviewe Macron, ou le président de la République, que les questions auront été établies par les services de l'Élysée, mais même dans ces situations-là, eh bien, le journaliste va se réserver le droit de sortir un peu du cadre. Donc, ce n'est pas la sécurité, ce n'est pas comme ça que je vous propose de sécuriser votre travail. Alors, une image max ou une vidéo 30 secondes, alors là, je ne comprends pas ce qu'il y a dans le chat. Du coup, je vais continuer. Si vous pouvez éclaircir, Salima, votre question dans le chat. Je vais continuer par une autre recommandation que je vous fais, qui est celle de soigner le langage corporel. Aujourd'hui, probablement vous le savez, mais je le répète ici, il y a des caméras dans les studios de radio. Pourquoi? Parce que, eh bien, on va mettre des séquences sur Internet, parce qu'il y a des radios qui sont couplées avec des télévisions, comme France Info Radio et France Info en télé. Donc aujourd'hui, de toute façon, dès que vous êtes interviewé, vous êtes on, et être on, eh bien, voilà, ça suppose de soigner son langage corporel. Et ça aussi, je me rends compte que ce qui paraît couler de source, eh bien, ne l'est pas forcément et ne l'est pas suffisamment. Donc, le langage corporel, il y a le dress code, quelque chose de straight, hein, quelque chose qui va être plutôt du clair plutôt du clair près du corps pour éclaircir le visage. Donc, messieurs, plutôt chemise blanche sur veste foncée, mais pas trop foncée non plus. Et puis, pour nous, les femmes qui avons plus de latitude, on va dire, dans le choix de notre garde-robe, eh bien, des choses qui tiennent bien à l'antenne, qui vont être un peu flashy, comme vous me voyez avec ma veste orange, mais aussi voilà, des choses qui ne bougent pas, qui ne sont pas souples, hein, qui se tiennent. De la même manière, la coiffure, il faut qu'elle soit, voilà, qu'elle tienne, parce que sinon, très vite, ça bave, ça s'affaisse, c'est moche, hein, en rendu antenne. Et là, vous pouvez faire facilement recommandations, enfin astuces, trucs. Vous pouvez faire des tests en branchant tout simplement, sans même une visioconférence, en branchant tout simplement la caméra de votre ordinateur et de faire des tests de looking. Hein, comment ça sort déjà à l'image sur mon ordinateur. Est-ce que mon vêtement, par rapport à la saison, par rapport à mon humeur, par rapport aussi à qui je suis en tant que prenant la parole, eh bien, est-ce que mon vêtement correspond à mes codes pour ces messieurs, cravate ou pas cravate? Voilà, ça c'est la grande question. Alors aujourd'hui, de moins en moins souvent de cravate, mais après, ça dépend qui vous représentez, ça dépend quelle est l'image de l'entreprise au nom de laquelle vous prenez la parole. Ça dépend aussi de ce que vous voulez faire passer comme message par rapport à quelque chose de rigoureux, de straight, de sérieux,
ou de plus décontracté si vous êtes par exemple dirigeant d'une start-up ou voilà, dans des milieux qui sont un petit peu plus, voilà, qui sont un petit peu moins straight en matière d'image de soi. Est-ce que vous connaissez l'impact du non-verbal, le ratio d'impact du non-verbal par rapport au verbal? Est-ce que vous connaissez le ratio d'impact? Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que le non-verbal? On va de manière plus générale. Alors, 80%, j'espère que vous me dites 80% pour le non-verbal. Est-ce qu'il y a d'autres propositions qui sont faites? Oui, alors vous connaissez ça, ok. Bon, il n'y a que Salima là qui s'exprime. Hein. Alors 97%, alors c'est 93 exactement, 70 pour le non-verbal. Ok. Bon, en tout cas, vous avez déjà des bonnes connaissances, en tout cas pour ceux d'entre vous qui intervenez dans ce chat, vous savez déjà que le non-verbal est plus impactant que le verbal. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que notre cerveau, hein, dans son fonctionnement cognitif, notre cerveau, il a été fabriqué pour comprendre le monde d'abord avec ses yeux. Donc on se fait d'abord une idée du monde qui nous environne en faisant d'abord fonctionner nos yeux, évidemment pour ceux qui ont cette faculté-là. Et c'est quelque chose que vous pouvez vérifier n'importe quand, tous les jours. Quand vous rencontrez une personne pour la première fois, eh bien, au premier regard, vous vous faites une idée de cette personne et de ce qui émane d'elle. Il faut le prendre sans jugement de valeur, c'est juste que nous fonctionnons de cette manière-là. Donc, ce qui va être très important à l'antenne, en télévision et même en radio à cause des télévisions, mais pas que, eh bien, ça va être la posture, la gestuelle, le dress code, donc on l'a dit, le regard, les mimiques aussi. Plus vous êtes assuré, plus vous êtes confiant dans la qualité de vos propos, plus vous êtes au clair dans votre tête et non pas embrouillé, dispersé, comme je le soulevais tout à l'heure, plus vous êtes au clair dans votre tête, plus votre non-verbal va refléter, vos mimiques vont refléter cette assurance dans vos propos. Plus vous êtes incertain, plus vous redoutez la question du journaliste, plus vous avez peur de ce qui va vous arriver, et bien plus votre non-verbal va témoigner de cette crainte. Et en manifestant physiquement cette crainte, eh bien vous allez perdre en crédibilité. Si vous êtes inquiet, on se demande bien pourquoi vous êtes inquiet, puisque vous êtes supposé être le sachant. Donc en fait, le problème avec l'impact en prise de parole en général et face aux médias en particulier, le problème avec l'impact, c'est qu'il est ou positif ou négatif. Il n'y a pas de, enfin, le moyen terme, il est hyper restreint. On va dire, c'est la zone de monotonie. C'est quand on n'a pas d'avis. Mais quand on n'a pas d'avis, c'est déjà un impact négatif. Donc, ça se joue à, voilà, c'est en oui-non, hein, c'est très binaire. Donc, là, dans le non-verbal, pour revenir sur le non-verbal, il y a tout ce qui est donc de l'ordre du visuel et qui compte, d'après la loi de Mehrabian, à 55% d'impact, et on va rajouter le vocal, c'est-à-dire débit de voix, inflexion, intonation, pause, prononciation, les silences aussi, tout ce qui est capté par les oreilles. Et ça compte, dit la même loi de Mehrabian, qui est la référence que moi je prends, qui est la référence qui est prise par beaucoup de communicants. Le vocal compte pour 38%. Le vocal, c'est ce qu'on appelle aussi parfois le paraverbal. Donc, vous additionnez 55 et 38 et vous avez un ratio de 93 contre 7% pour les mots. Mais attention, c'est bien vos mots, votre intention narrative qui guide le reste. Et c'est là-dessus que je travaille avec donc la méthode du losange, hein, qui est cette méthode donc de construction narrative que j'ai construite, que vous pouvez trouver sur Internet si vous tapez méthode du losange, et qui est donc cette construction, cette boucle de rétroaction qui va, en consolidant le contenu, en consolidant mon intention de dire, va consolider aussi ma dimension d'expression non verbale. Je vois que l'heure avance. Ma quatrième recommandation, la 3+1, c'est visionner, se regarder, se réécouter pour s'améliorer.
C'est très difficile et si je le dis, c'est parce que ça paraît là aussi coulé de source, mais c'est quelque chose qui est très compliqué. Est-ce que pour certains d'entre vous qui avez déjà l'habitude, vous éprouvez cette chose qui est que c'est très dur de se regarder après coup, hein, de visionner la vidéo, mais pourtant c'est incroyablement riche d'enseignements et c'est ça qui va vous permettre de monter en compétences et de vous améliorer. Est-ce que vous en avez déjà cette expérience pour certains d'entre vous? Non, pas du tout, oui. En tout cas, ça fait partie des choses que je travaille quand j'accompagne mes champions en média training. Ça va être de lui donner une grille d'évaluation de la performance et de l'obliger avec moi, et je l'accompagne là-dessus, d'obliger à visionner, à débriefer, parce que parfois, il suffit juste de se regarder et déjà, on va modifier des choses qu'on n'aime pas, des choses qui ne sont pas dans les codes, des choses qu'on aurait pu dire autrement, des choses qu'il ne faut pas dire comme ça, et que du coup, en réentendant, on se dit « Ah mais oui, mais non, mais ça c'est nul, c'est pas comme ça qu'il faudrait que je dise des choses, c'est autrement ». Alors il y a Salima, toujours la même, qui dit oui, tout à fait. Oui, mais pas à l'aise car je n'aime pas trop mon image. Alors là, bienvenue au club, hein. Personne n'aime se voir. Enfin, en tout cas, je ne connais personne qui se dit « Ouais, c'est génial, quand je me regarde, je me trouve tellement bien, tellement belle, tellement beau, tellement efficace. » Je connais personne comme ça. Et même nous, les journalistes, dans les rédactions, ça fait partie de notre job de visionner, de se réécouter, de se re-regarder. Et même après 10 ans, 20 ans, 30 ans de métier, eh bien, c'est toujours difficile. Mais n'empêche que c'est comme ça qu'on va continuer de progresser. C'est comme ça qu'on va rester dans une dynamique narrative. C'est comme ça qu'on va pouvoir travailler ce qu'on appelle en communication les éléments de langage. C'est comme ça qu'on va se dire non, ça, cette formulation, décidément, pas comme ça, il faut que je le tourne autrement. C'est vraiment en se rodant, en se réécoutant, en se visionnant que vous allez progresser. Et le coach, il est là pour vous accompagner parce que c'est hyper difficile de faire ça tout seul. Qu'est-ce que je vous raconte d'autre? Ben, je vous raconte d'autres que vous trouvez dans la méthode du losange. Ici le logo, ici la couverture de l'un de mes livres. Vous trouvez dans la méthode du losange tout ce qui va vous aider à construire le propos. Alors, ni la méthode du losange, ni le livre dont vous avez vu la couverture n'ont été spécifiquement construits dans l'intention de la prise de parole face aux médias. Elles valent en toute situation de prise de parole, mais comme je vous le disais, je viens du monde du journalisme, donc du monde du journalisme audiovisuel, donc avec cette exigence d'être court, clair, droit au but, rapidement. Et donc, en fait, toute la méthode du losange est sortie de là. Donc, c'est forcément adaptable à toutes vos situations de prise de parole et dans les situations de prise de parole face aux médias en particulier. Alors, l'éthique verbo, merci pour cette question, toujours Salima, décidément. L'éthique verbo, ils viennent des hésitations quand on n'a justement pas suffisamment rodé son récit, quand on ne l'a pas suffisamment pris en bouche. Ça fait partie des choses que je recommande également, c'est de s'entraîner à voix haute, face caméra ou pas face caméra, mais de s'entraîner pour énoncer, s'entraîner pour que l'argumentaire vienne, soit fluide. Et plus l'argumentaire va être, une fois encore, très clair dans sa tête, dans la tête de celui qui parle, plus l'argumentaire va être clair, plus les tics verbaux vont disparaître parce qu'en fait, ils témoignent d'une hésitation. Après, il y a toujours cette signature. Aujourd'hui, il y a un grand débat sur, on dit trop du coup, et bon, on s'en fiche parce qu'en ce moment, on dit tous du coup, et puis voilà, puis c'est du coup, c'est une signature de l'époque. Il y en a toujours. Donc, il y a des combats, de mon point de vue, qu'il est inutile de mener, mais en revanche, il y en a d'autres qu'il convient résolument d'embarquer, cette dimension de focale, d'être court, clair et concret. Et j'avance encore. Qu'est-ce que je vous raconte d'autre? Alors, et vous, hein, qu'est-ce que vous pourriez, vous, faire après ce webinaire? Déjà, première chose, j'insiste, hein, on est presque à la fin de cette webconférence, j'insiste, demandez-vous ce que vous voulez mettre en avant de votre activité. Donc, je reviens sur cette histoire de focale. J'avais pris l'exemple des éoliennes par rapport aux panneaux solaires. Et dans les éoliennes,
qu'est-ce que vous voulez mettre en avant, qu'est-ce qui est pertinent pour vous de porter, qu'est-ce qui est chouette, qu'est-ce qui est waouh. J'aime bien parler d'une communication en mode waouh pour que le journaliste, l'auditoire, apprennent des choses. Si pour nous dire que les éoliennes, c'est des trucs qui tournent en rond et qui abîment les paysages, c'est pas la peine, on n'a pas besoin de vous, on a déjà entendu ce propos-là. En revanche, nous expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne, comment vous le promouvez, qu'est-ce que ça nous rapporte, qu'est-ce que ça rapporte collectivement, en quoi c'est chouette, eh bien là, ça va mettre du waouh. Après, bien sûr, l'auditoire, il est d'accord, pas d'accord, il est pour ou contre les éoliennes, mais au moins vous, en tant qu'expert éolienne ou patron d'une boîte qui fait de l'éolien, eh bien, vous aurez mis en avant, vous aurez promu, mis en visibilité votre activité, votre compétence. Qu'est-ce que je vous recommande d'autre? Je vous recommande de vous approcher des médias de proximité que vous pourriez intéresser. C'est-à-dire que avant de prendre le risque d'aller sur une antenne de notoriété, il y a beaucoup de médias du web qui, pour certains d'entre eux, sont de bonne qualité et qui peuvent vous servir du studio d'entraînement exactement comme un sportif s'entraînerait en vue de Roland-Garros. Alors, faites attention, choisissez des médias qui ont une approche professionnelle, c'est-à-dire où il va y avoir voilà, la petite radio privée confidentielle du coin de la rue. Ça vaut peut-être la peine d'y aller une fois, mais après, si ça ne ressemble pas à ce que vous voyez quand vous êtes un spectateur d'une antenne comme BFM, il y a Bismart aussi qui fait des créneaux payants, il y a Webimeo, je crois, qui est enfin, un nom comme ça en tout cas, qui est une chaîne du web sur le nord de la France. J'avais travaillé avec eux quand je travaillais avec une entreprise de protection sociale dans le nord de la France. Donc, il y a des médias qui ne sont pas les médias auxquels on pense habituellement, mais qui sont de bonne qualité et qui peuvent vous servir d'entraînement de manière tout à fait intéressante. Alors, une question, j'aime bien les questions, je me sens moins seule. Où regarder pendant la prise de parole? Alors, c'est une excellente question parce que, sauf en visioconférence, où on est supposé regarder la caméra, et sinon, on ne regarde jamais la caméra pour différentes raisons. Et la première, c'est que le spectateur n'aime pas être adressé directement. Il n'y a que le présentateur du journal télévisé qui est face au public et l'adresse directement. Mais si vous regardez attentivement, vous allez voir que de plus en plus, il est desserré, c'est-à-dire que la caméra va être loin de lui puisque maintenant il démarre le journal debout. Et sur les séquences où il est vraiment les yeux dans les yeux avec l'auditoire, ces séquences-là sont très courtes. L'auditeur, il a toujours envie d'un décroisé, c'est-à-dire qu'il a envie de voir l'ensemble de la partie et de voir qu'il y a des personnes qui se parlent entre elles et que lui, il est spectateur comme son nom l'indique. Autrement dit, regardez le journaliste, mais ne cherchez pas. Alors, voilà, c'est là où. Donc, il faut regarder le journaliste, premier niveau de réponse. Deuxième niveau de réponse, ne cherchez pas son regard, ne cherchez pas son assentiment, parce que sinon, vous allez être fragile et vous allez, eh bien, soit il va vous encourager à continuer parfois à mauvais escient pour vous, hein, ou bien parfois il va simplement faire ça et ça va beaucoup vous perturber. Donc, vous regardez la ligne de front. Vous regardez, vous calez vos yeux sur le front, quelque part au niveau de la racine des cheveux, et vous parlez à la racine des cheveux du journaliste que vous avez en face de vous. Surtout, vous ne cherchez pas à interagir. Comment gérer le temps de parole? En vous entraînant, en vous minutant. Alors, vous pouvez le faire soit en faisant à blanc des vidéos avec votre écran d'ordinateur, soit vous pouvez aussi vous enregistrer avec le voice recorder de votre smartphone. Enregistrez-vous, c'est le meilleur moyen de vous rendre compte si vous faites 2 minutes, 1 minute, et comment faire pour que ça tienne en 30 secondes. C'est vraiment la meilleure réponse que je puisse vous faire. Comment être orienté client et non pas sur son nombril ou sur son ego? C'est également une excellente question. Effectivement, cette focale narrative, elle consiste à se dire quel est l'endroit qui intéresse mon public, compte tenu de ce qu'il y a dans l'actualité au sens large,
compte tenu de ce que je peux comprendre, je peux deviner de l'auditoire, de ce média-là, à cette heure-là d'écoute aussi. Hein. C'est aussi ça qui va compter. Donc effectivement, c'est une excellente question qui en fait déplie plein de choses que j'ai déjà évoquées précédemment sur cette dimension de focale, sur cette dimension de faire court, clair et concret, de donner un exemple, de donner une illustration. Et c'est souvent même une histoire d'ego négatif, hein, c'est-à-dire qu'une fois encore, je rencontre plus de gens qui ont un problème avec leur image plutôt que des gens qui arrivent en mode « Waouh, mais moi je suis le meilleur et je vais craquer l'audimat, vous allez voir ça ». Donc voilà, après, franchement, puisqu'on est supposé terminer dans 1 minute et que nous allons terminer dans moins d'1 minute, pour toutes les questions que nous n'avons pas traitées ici, prenez rendez-vous avec moi. On se prendra 10 minutes par téléphone pour évoquer les points spécifiques de vos situations particulières. Hein. C'est vraiment des sujets qui engagent l'intime, le personnel. Souvent, l'entreprise se débarrasse sur certains d'entre vous en leur disant « Vas-y, toi, tu es bon en prise de parole, tu vas aller sur TF1, ça va être génial ». Donc, attention, c'est votre image que vous engagez en même temps que vous engagez celle de l'entreprise. C'est des choses sérieuses avec lesquelles on ne joue pas. Hein. On ne joue pas avec la notoriété, l'influence, la réputation. Donc, tout ça, c'est très sérieux. Et puis pour tous ceux qui prennent conscience de cette dimension sérieuse, ensuite, c'est du coaching avec un spécialiste en média training. Alors, j'en suis une parmi beaucoup d'autres. Hein. Vous avez largement le choix de vos coachs. Il est 12h15 en heure de Paris. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Je vous dis bon vent, bel été et puis à bientôt peut-être dans d'autres circonstances. Ciao, ciao!